Moi, mon rôle là aujourd'hui, c'est un tour d'horizon assez général des enjeux de conservation des oiseaux migrateurs. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles reviendront les intervenants d'après plus en détail, évidemment. Et puis je vais aussi sortir, on va évidemment le centrer sur le système afro-paléarctique, mais on va en sortir un peu. On va aller se promener un petit peu comme le font d'ailleurs les trachémoteux, comme le font les tournepierres et pas mal les phalaropes, etc. Donc on va aller voir du côté de l'Amérique notamment. Et évidemment, tout ça dans un contexte où la biodiversité décline évidemment à peu près dans tous ces compartiments. Hein. On le voit aussi bien pour les oiseaux que l'ensemble des vertébrés et des invertébrés. On est une génération qui va aborder la biodiversité par cette thématique du déclin même. Alors ce déclin, néanmoins, il n'est pas uniforme. Il y a des espèces qui s'en sortent plutôt pas mal, d'autres qui augmentent pour des raisons diverses et variées. Parfois, c'est la mise en place de mesures de protection. C'est le cas des rapaces, c'est le cas des ardéidés. Parfois, c'est des aubaines alimentaires aussi, pour le cas de certains ardéidés qui vont bénéficier des écrevisses. Des dynamiques d'expansion un peu naturelles, le pic noir, même les lagnons. Voilà. On ne peut pas parler d'une érosion globale, générale de la biodiversité. Et alors, en ce qui concerne les oiseaux migrateurs, on constate que les migrateurs au long cours, donc ceux qui migrent sur de très grandes distances, c'est la courbe que vous avez en bleu ici, sont globalement en déclin prononcé. Sur la période, alors moi je ne vois plus mes sheets, il faut que je déplace un peu. Hop. La période qui vient de 1980 à maintenant. Et alors qu'on est plutôt sur une tendance à une certaine, non pas stabilité, parce que vous voyez que la courbe fluctue, mais quand même une forme de stabilité en termes de tendance globale pour ce qui est des populations d'oiseaux migrateurs courte distance, donc ce qui va être les migrateurs partiels. Et les espèces migratrices transsahariennes, il y en a plus de la moitié d'entre elles qui sont en déclin, au-delà du chiffre global de moins 25%. Le top 4 étant constitué par ces deux-là, la bergernette printanière et le tarier des prés, et puis les deux qui précèdent, le trachémoteux et la tourterelle des bois. Et alors, c'est pareil en Amérique du Nord. C'est même encore plus prononcé. On a 40% de déclin pour l'ensemble des migrateurs au long cours sur une période qui est plus étendue. Hein. On a 10 ans de plus de recul par rapport à l'Europe, donc ça explique aussi peut-être la différence de chiffres. Parce que nous, si on mesurait par rapport à la fin des années 50, ou par rapport à l'après-guerre en tout cas, il est clair que le déclin serait probablement de 50 ou 60%. Donc en Amérique du Nord, moins 40%, alors que si on prend toute espèce confondue, on est plutôt à moins 29, moins 30%. Donc les migrateurs déclinent plus que les migrateurs courte distance ou les espèces sédentaires ou quasi-sédentaires. Et ça vaut notamment pour les limicoles et pour les passereaux. Hein. Les passereaux, les parulines, c'est moins 40% en moyenne, par exemple. Et vous voyez comme en France, c'est beaucoup des espèces des milieux prairiaux qui diminuent en plus. Ça, c'est le petit graphique que vous avez en C, là. Par contre, à la différence peut-être de la France et de l'Europe, on a aussi beaucoup d'espèces forestières qui déclinent fortement. Et alors, il n'y a pas vraiment une tendance à l'amélioration récente, parce qu'on pourrait se dire sur des tendances à long terme que ça se stabilise maintenant, que le déclin était très fort pendant l'industrialisation de l'agriculture, etc. Mais là, ce sont les données des 10 dernières années, enfin 2007 à 2017, mesurées d'une manière très originale, puisque là, ce n'est pas des réseaux d'observateurs qui vont compter les oiseaux, c'est encore plus standardisé. Ce sont les radars qui enregistrent en continu les flux d'oiseaux migrateurs. Et du coup, on peut en tirer une approximation de la biomasse, de la quantité d'oiseaux migrateurs qui transitent dans le ciel. Et cette quantité d'oiseaux migrateurs, cette masse d'oiseaux migrateurs, elle a baissé de 14% en seulement 10 ans en Amérique du Nord. C'est pareil dans l'Arctique. Parce que l'Arctique, on sait que c'est l'une des régions potentiellement les plus vulnérables en ce moment. Ce n'est pas tout à fait pareil dans l'Arctique. Ça va dépendre des groupes. Et les limicoles, donc waders, donc les oiseaux, les bécassos, les tournepierres et les pluviers, notamment pluviers argentés, tournepierres à collier, font partie des espèces qui déclinent fortement dans la toundra arctique. Les passereaux sont plus ou moins stables. Et par contre, les oiseaux d'eau, notamment les oies, ou les bernaches nonnettes, telles que celles que j'ai mises en photo ici, sont en nette augmentation. Donc, encore une fois, des tendances qui ne sont pas du tout uniformes. Alors en Europe, chez nous, puis de manière générale aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada, les causes de déclin sont assez bien appréhendées. On ne connaît pas évidemment les détails pour chaque espèce, mais quand même pour ce qui est de la partie sur les sites de reproduction, de nidification,
On a identifié, notamment grâce à l'indicateur du suivi temporel des oiseaux communs en France, que les espèces des milieux agricoles étaient celles qui déclinaient le plus. Vous voyez sur le petit graphique à gauche. C'est pareil en Europe. On a derrière ça des questions d'homogénéisation biotique, donc des communautés d'oiseaux agricoles qui se sont simplifiées en même temps que les paysages agricoles se simplifiaient. Et donc beaucoup d'espèces qui régressent, voire qui disparaissent, et puis quelques autres qui tirent leur épingle du jeu et qui deviennent beaucoup plus abondantes. Et on a comme autre cause d'érosion de la biodiversité globale, l'artificialisation des sols notamment, puisqu'elle engendre une disparition des habitats. Et ça, c'est clairement les causes qui ont été identifiées par l'IPBES notamment. Alors, les migrateurs, évidemment, comme beaucoup d'oiseaux insectivores, comme beaucoup d'oiseaux agricoles, sont des insectivores. Et les insectivores, évidemment, vont pâtir de ces changements d'occupation de sol et notamment des pratiques agricoles. Ils vont aussi pâtir de certaines pratiques qui sont les pesticides. Et là, il y a une corrélation assez nette qui a été démontrée là, sur cette étude qui est aux Pays-Bas sur l'exposition aux néonicotinoïdes et le déclin des oiseaux des milieux agricoles. C'est particulièrement chez l'hirondelle rustique que c'est très fort. Donc voilà, je ne vais pas faire évidemment l'étendue de toutes les illustrations des causes de déclin des oiseaux nicheurs, mais l'idée que j'ai derrière ça, c'est plutôt qu'on aille, nous, explorer là aujourd'hui ce qui se passe ailleurs le reste de l'année pour les oiseaux migrateurs, puisque eux, finalement, beaucoup d'entre eux vont rester 2, 3, 4 mois sur leur site de nidification. Ils vont passer la majeure partie de leur temps, finalement, soit sur leur site d'hivernage, soit sur des haltes migratoires. Et ça, du coup, ça demande de comprendre, de savoir exactement quel va être le cycle annuel d'un oiseau, par où il migre, combien de temps, quels sont les sites de halte stratégiques, où il y vient précisément, etc. Donc ça c'est permis grâce au réseau de techniques maintenant qui permettent de munir, d'équiper les oiseaux de balises Argos, de GPS, de géolocalisateurs. Olivier Durier nous a présenté tout ça en détail. Lui, là, c'est une spéciale dédicace pour Pascal Cavalin, parce que c'est Thérèse, le premier aigle beauté qui avait été équipé en France il y a une quinzaine d'années maintenant. Et alors, si on prend par exemple l'exemple d'un oiseau comme le Pouillophytis, très fréquent en migration chez nous, tout petit oiseau, 8 grammes, qui niche non seulement en France, mais dans l'ensemble de la toundra, de la taïga russe, et vous le voyez, jusqu'à l'extrême orient russe. Son aire de nidification, du coup, est extrêmement, extrêmement grande, et puis lui, il hiverne dans toute l'Afrique. C'est un oiseau qui décline fortement. En France, on est à un tiers de déclin en 30 ans. 50% en 30 ans, et en Europe, on est à un tiers depuis 40 ans. Et alors, si on s'intéresse un petit peu aux voies de migration de cette espèce, ne serait-ce que pour comprendre déjà, c'est un oiseau qui est en limite d'endurance un petit peu, notamment les populations qui se trouvent à l'extrémité de ma flèche, là, dans la région du Tchoukotka, en Sibérie. Eux, ils vont parcourir pas moins de 13 000 km aller, 13 000 km retour, jusqu'à leur site d'hivernage. Donc imaginez-vous ce petit pouillot Phytis qui va avoir 2-3 mois de reproduction, qui au mois d'août va quitter ses aires de reproduction du nord-est sibérien, et qui va parcourir 35 étapes de suite, quasiment, de 200 km par nuit. Donc pendant un mois, il va voler 200 km par nuit en moyenne, jusqu'à une première grande étape qui se situerait vers la Turquie. Comme vous l'a expliqué l'autre jour, Olivier, les géolocalisateurs ne sont pas précis, surtout au moment de l'équinoxe, et évidemment, ces oiseaux migrent pendant l'équinoxe à ce moment-là, donc on sait que c'est à peu près par là. Et donc, du coup, ça va nécessiter des possibilités de refaire le plein d'énergie tous les jours excellentes. Donc là, on va dire que ça va dans cette portion-là, puisqu'il traverse des zones qui sont encore assez peu perturbées, de taïga tellement étendues qu'il s'y passe plein de choses dans la taïga russe, mais il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace et encore beaucoup, beaucoup d'insectes. Ensuite, cette halte-là en Turquie ou dans le Caucase, qui va durer 15 jours, elle est cruciale parce qu'on voit bien qu'elle précède les déserts du Moyen-Orient et du Sahara, qui vont être franchis, eux, en une quinzaine d'étapes de 300 km chacune, pendant lesquelles il y aura possiblement moins de possibilités de s'engraisser. Et puis ensuite, nos pouillots vont arriver vers le Kenya et vont faire une première étape d'hivernage, un premier hivernage qui va durer 1 à 2 mois, en profitant de la saison des pluies ici, avant de repartir en migration à nouveau pendant une semaine, cette étape de 200-300 km à peu près, jusqu'à un deuxième site d'hivernage au Mozambique. Donc vous voyez, en plus, si on veut tenir compte de la conservation de ces populations,
tout au long de la route migratoire, et en plus 2 sites d'hivernage sur lesquels on doit comprendre un petit peu ce qui se passe. Pour les Puophytis qui transitent à travers la France, parce que là, c'est l'étude qui a été faite, elle provient de Suède, de Puophytis suédois, on s'est aperçu qu'ils allaient hiverner d'abord en Guinée, Sénégal, c'est 1 à 2 mois juste après la période des pluies qui termine en septembre là-bas, et ensuite, dans le courant de l'hiver, ils vont partir plein est, hiverner au Nigeria. Donc ça, c'est des études, je vous ai mis les références à droite, vous avez la carte réelle des individus suivis par géolocalisateur venant de Russie. Alors un autre exemple évidemment très connu des ornithologues, puisque c'est celui qui concerne le passereau le plus menacé d'Europe, le phragmite aquatique. On n'en compte plus que 13 000 mâles chanteurs au printemps, principalement dans les pays de l'Est. Et donc là aussi, tout l'enjeu ces dernières années a été de comprendre ces stratégies de migration et d'identifier ces sites d'hivernage, de comprendre quels habitats, les habitats qui étaient utilisés pendant toutes ces étapes. Alors du coup, ça nécessite évidemment d'explorer les habitats de reproduction. Donc, vous voyez ce genre de grandes prairies humides, de carissets, etc., qu'on trouvait en grand nombre en Allemagne et en Pologne et qui ont beaucoup décliné. Sur la carte que vous avez avant, il n'y a que les points verts qui accueillent encore des populations. Par contre, dès que c'est orange ou rouge, ça a disparu. Par contre, quand on va plus à l'est, en Biélorussie et dans le nord de l'Ukraine, on a encore de grandes vallées alluviales incroyablement naturelles avec des milieux qui correspondent encore aux exigences de l'espèce. On a évidemment étudié, donc en France, beaucoup de bagueurs ont, dans les années 2000, compris quels étaient les habitats utilisés pour les haltes migratoires, et ça, c'était déterminant pour pouvoir mieux protéger l'espèce, tant à l'automne qu'au printemps. Je vous ai mis en bas une photo de l'étang du Canet, des habitats utilisés par le phragmite aquatique en migration de printemps, et on va le revoir, mais c'est crucial ce qui se passe pendant le printemps en général pour les oiseaux migrateurs. Et puis, les sites d'hivernage qui ont été aussi découverts dans les années 2000, notamment dans le delta intérieur du Niger, mais pas uniquement, aussi au Sénégal, etc. Donc là, vous avez sur la carte de droite les sites connus de phragmites aquatiques hivernants. Tout ça venant d'un livre assez extraordinaire que je vous recommande, donc vous avez le nom en bas. Pour adresser un peu les questions de conservation des oiseaux migrateurs, on va explorer aussi le degré de spécialisation, de connectés migratoires des migrateurs et la dépendance qu'ils peuvent avoir à certains sites de halte ou à certains sites d'hivernage. Donc, sur des espèces comme ces deux-là, par exemple, là, on sent bien que c'est des espèces répandues assez uniformément, surtout pour le cas de la sarcelle, qui vont hiverner sur des zones très, très larges. Et là, si on veut agir de manière internationale, ça va principalement être à travers des politiques globales, par exemple des politiques agricoles, des politiques forestières, des politiques sur la chasse. Alors, il existe à l'échelle internationale une convention sur les espèces migratrices qui est née dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle est née en 1979, elle est ratifiée par 120 pays et elle tient une conférence des parties tous les 3 ans, permettant en tout cas de promouvoir la coopération internationale sur le sujet des oiseaux migrateurs. Et nous, sur notre système afro-européen, on a 3 grands accords qui existent. On a l'AEWA, qui est l'African Eurasian Waterbird Agreement. Alors lui, il est sur les oiseaux d'eau uniquement, et c'est le plus ancien, et c'est aussi celui qui est le plus fort, qui est le plus respecté, qui est surtout axé sur la chasse et les pollutions. Il a un plan d'action qui est relativement contraignant, mais peu précis. Et d'ailleurs, cette semaine, enfin, une des dispositions de l'AEWA sur l'interdiction du plomb dans les zones humides en France vient d'être ratifiée par le Parlement européen. Alors, c'est une première étape, mais c'est plutôt bon signe parce qu'on a encore 20 000 tonnes de plomb qui sont déversées du fait des munitions dans les zones humides chaque année en Europe. Et là, les pays d'Europe ont 24 mois pour se mettre en conformité. Donc, on a aussi le Raptor Memorandum of Understanding, qui lui avait concerné les rapaces, qui fonctionne aussi très bien parce que les communautés de rapaciologues sont très structurées. Et puis, on a l'African Eurasian Migratory Landbird Action Plan, qui lui est plus sur les passereaux, qui est beaucoup plus récent et qui, pour l'instant, est encore assez timide. Et puis, pour les espèces qui ont une spécialisation, une connectée migratoire très forte entre 2 sites, avec des sites clés, notamment en halte ou en hivernage, là, clairement, le gros levier, ça va être la protection de certains sites. Et c'est notamment ce qu'il y avait derrière la philosophie des Important Bird Area, ce qu'on appelle en France les ICO, zones importantes pour la conservation des oiseaux. Alors dans le monde, vous voyez, on a plus de 8000 pour près de 900 espèces migratrices. Et alors, elles sont désignées lorsque un site va accueillir au moins 1% de la population mondiale d'une espèce à une étape de son cycle de vie. Donc, ça peut être en hiver, en migration ou en repos. Et ça, c'est près de la moitié des ICO. Et l'autre moitié, c'est parce qu'elles hébergent des populations d'espèces mondialement menacées sans qu'il y ait ce seuil de 1%.
au final, comme les espèces migratrices, vous l'avez vu avec le polyophytis, s'occupent tout un tas de sites le long de leur année, il y en a très peu qui vont avoir l'essentiel de leurs sites clés qui sont protégés. C'est que seulement 3% globalement. Alors, il y a eu un article un peu faisant la synthèse des protections existantes pour les oiseaux migrateurs, paru dans Science en 2015. Je l'ai trouvé en préparant cette intervention, et qui nous dit comment les pays protègent les sites, protègent des espaces pour les migrateurs. Et on a d'assez étonnants résultats parce qu'on constate que la France, vous voyez, est en bleu foncé. Et quand on lit l'article, on se rend compte que 80% des oiseaux français, des migrateurs qui transitent par la France font l'objet de haltes migratoires qui sont protégées. Donc j'étais très surpris. En fait, c'est parce qu'ils ont pris en compte l'ensemble des parcs naturels régionaux. Donc voilà, que même dans Science, forcément, il peut y avoir des gros biais parce que les PNR en France, c'est tout sauf des instruments de protection fortes. On va avoir évidemment des choses intéressantes qui s'y passent, mais de là à déclarer que tout ce qui est au sein des PNR est protégé, on en est assez loin. Quelque chose qui est crucial, c'est ce qui va se passer pendant les haltes migratoires, puisque ça va déterminer souvent l'arrivée en bon état de conservation, en bon état de santé, pardon, sur les sites de reproduction, notamment. Alors, il y a des sites clés. Il y a des sites clés, et par exemple, c'est le cas, là, on va quitter l'Europe et on va aller en Amérique du Nord, c'est le cas de l'estuaire du Delaware pour les bécassos-maubèches. Les bécassos-maubèches, vous avez 6 populations, 7 même, au niveau mondial, un peu plus, hein, mais je parle en termes de sous-espèces, et notamment la sous-espèce Rufa, donc la sous-espèce qui niche dans l'Arctique canadien et qui va hiverner jusqu'en terre de feu, s'arrête ici dans l'estuaire de Delaware. C'est l'une de ces haltes clés au printemps, en automne aussi, mais c'est ces haltes clés au printemps avant de retourner nicher. Et pendant cette halte migratoire, les oiseaux vont consommer des œufs de limule, ces crustacés un peu ancestraux, qui viennent pondre en masse sur les rives de l'estuaire du Delaware. Et ça va constituer leur réserve qui va leur permettre d'effectuer leur vol non-stop de 3 4 000 km jusqu'au site de nidification. Les bécassos-maubèches, comme plusieurs limicoles, sont des oiseaux qui font de très très longs vols ininterrompus, en se posant qu'une ou deux fois pour reconstituer des réserves, presque prendre 50% de leur masse, etc. Sauf qu'à la fin des années 90, eh ben, les bécassos-maubèches la population s'est aperçue qu'elle chutait, qu'elle s'effondrait. Et pourquoi? Parce que les limules étaient beaucoup moins nombreuses à venir pondre pour des raisons de surexploitation par la pêche et notamment pour l'industrie pharmaceutique, parce qu'en fait, les limules, c'est des crustacés qui ont des propriétés assez incroyables en termes de médecine. C'est ce qu'on appelle le sang bleu, le sang bleu, qui va contenir des cellules qui sont très sensibles aux endotoxines, notamment libérées par les bactéries, et du coup, elles vont coaguler au contact de bactéries potentiellement infectieuses, et c'est donc très utilisé pour prévenir des chocs septiques lors des implants. C'est aussi très utilisé pour les tests vaccinaires, qui font beaucoup appel à ça, ce qui fait qu'en ce moment, on s'inquiète un peu avec les vaccins Covid d'une surexploitation qui reprend des limules, malgré la mise en place de moratoires, de règles assez strictes. J'ai vu passer pas mal d'articles s'inquiétant de ça. Pourquoi, du coup, quelles conséquences ça a eu, cette chute des populations de limules? Eh ben, les bécassos-maubèches partaient, au lieu de partir dans les années 90 avec une masse moyenne de 180 grammes, 183 grammes pour le Canada, ils partaient pesant plus que 160 grammes. Donc là, évidemment, 20 grammes de différence, les oiseaux vont soit mourir en route, soit arriver très faibles et être en très mauvaise situation pour se reproduire correctement. Ce qui fait qu'en conséquence, on a eu une chute vertigineuse du taux de survie annuel de 85% dans les années 90 à 54%. Vous voyez quand même une chute nette, quoi. Et avec pour conséquence des déclins très rapides des populations hivernantes en terre de feu. On est passé de 50 000 maubèches en 2000 à 13 300 en 2004. Et ça n'a pas réaugmenté depuis, ça s'est stabilisé. Les limules ont un petit peu repris, un petit peu augmenté, mais à peine. Mais là, du coup, il y en a assez pour la population de maubèches telle qu'elle est actuellement. Mais globalement, on n'a pas vu la courbe s'inverser. Un autre exemple assez incroyable, Olivier Durier nous l'a présenté brièvement l'autre jour, c'est celui des barges rousses qui vont faire une migration, pour le coup, encore d'athlètes, un vol non-stop depuis le delta du Yukon-Kuskokwim en Alaska jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc elles vont s'engraisser dans ce delta, notamment avant de partir pendant un mois. Pendant un mois, elles vont se nourrir de tout ce qu'elles peuvent. Elles vont gagner 55% de leur masse corporelle. Et puis elles vont attendre des vents portants. Elles vont s'élever à 3 4 000 km et elles vont voler pendant jusqu'à 12 200 km. Ça, c'est le record qui vient d'être établi cette année pour aller hiverner en Nouvelle-Zélande.
Alors ça, ce vol direct, ce qui est incroyable, il leur permet d'éviter le détour par les terres qui leur permettrait de passer de manière un peu plus sécurisée, disons, par l'Asie, mais qui serait un détour de 4000, un peu plus de 4200 km. Sauf au printemps, ces barges russes ne disposent pas de vent portant à travers le Pacifique, et donc c'est complètement exclu de pouvoir effectuer ce même vol je ne l'ai pas dit, qui dure quand même 10 jours, 10 jours, 10 nuits. Elles sont obligées d'aller faire une halte, donc d'aller en direction de l'Asie et faire une halte clé dans le golfe de Bohai en mer Jaune. Donc elles vont d'abord faire une première étape de vol de 9 à 10 000 km non-stop, s'arrêter 1 à 2 mois pour reconstituer des réserves et faire à nouveau un très long vol de 6 à 8 000 km jusqu'au site de reproduction en Alaska. Mais le golfe de Bohai en mer Jaune, il est donc entre la Chine et la Corée du Nord et il est extrêmement vulnérable à la construction de nouvelles infrastructures, à de l'intensification. On a une poldérisation importante, on a énormément d'aquaculture et de nouveaux projets d'aquaculture, notamment pour les crevettes. Quand on achète des crevettes, ça vient aussi de là, ça ne vient pas que des mangroves, enfin, ça dépend, il y a tout un tas. Alors c'est plus pour l'alimentation chinoise quand même, le développement de nouveaux ports et surtout énormément de nouveaux projets planifiés. Donc il y a une vraie diminution là, des limicoles sur cette zone clé du golfe de Bohai. Ça touche notamment aussi le bécasso de la Nadir et le bécasso maubeche, qui tous les deux s'arrêtent uniquement là avant d'aller sur leur site de nidification. Et le bécasso de la Nadir, lui, il est du coup classé vulnérable au niveau international, notamment pour cette raison. Alors là, on parlait de grands champions qui s'arrêtent 1 à 2 fois, mais les petits passereaux qui vont faire des étapes plus régulières, comme le Pouillophytis tout à l'heure, vont quand même avoir de grands obstacles à parcourir, à traverser, avant lesquels, encore une fois, l'acquisition de réserves suffisantes va être clé, va être indispensable pour la survie. Et c'est notamment ce qui se passe avant la traversée du Sahara pour les oiseaux de notre système. Et d'ailleurs, le rossignol progné, lui, il est carrément, et tous, ils sont programmés génétiquement lors de leur première migration pour se nourrir abondamment avant le franchissement de cet obstacle. Là, je vous ai mis une expérience qui a été faite par Kullberg et ses collègues en 2003, où des oiseaux scandinaves sont soumis au champ dans un dispositif expérimental dans lequel ils ont de quoi se nourrir à volonté, des grands tunnels. Il y a 2 groupes, un groupe de contrôle, de rossignol contrôle qui est soumis à un champ magnétique ambiant, celui qui est en vert sur la courbe, et un groupe expérimental qui est soumis au champ magnétique du nord du Sinaï, du nord égyptien. Et en fait, toute chose égale par ailleurs, avec des quantités d'alimentation identiques dans les tunnels, les oiseaux soumis au champ magnétique égyptien se nourrissent plus vite, parce que du coup, en prévision de cette traversée. Donc, tout au long du cycle migratoire de l'oiseau est quand même très calibré pour une réussite optimale. Des siècles et des millénaires d'évolution ont permis ça. Et donc, évidemment, une dégradation brutale des conditions d'alimentation et des conditions climatiques sur ces sites peut mettre en péril immédiatement une population. Autre exemple, cette fois-ci en Amérique, et pendant la migration prénuptiale, là-bas, leur grand obstacle, chez nous c'est le Sahara, là-bas c'est la traversée du golfe du Mexique parce que c'est un grand raccourci et la plupart des oiseaux essaient de l'entreprendre, en automne quasiment tous, au printemps un peu moins, mais les grives à joues grises, comme c'est le cas ici, vont le traverser et vont d'abord s'engraisser fortement en Colombie, au Venezuela, avant de le traverser. Et là, ce que nous dit cette étude, mesurée avec le réseau d'antennes dont nous a parlé Olivier l'autre jour. Donc, les oiseaux sont équipés d'une petite puce radio et le réseau d'antennes va détecter leur passage un peu partout aux États-Unis et au Canada. Et donc, on voit que les oiseaux, en fonction de leur masse, ça c'est le graphique que vous avez à droite, si les oiseaux avaient suffisamment réussi à s'engraisser, à prendre des réserves avant leur départ à travers le golfe du Mexique, ils arrivent jusqu'à 1 mois plus tôt que ceux qui n'ont pas réussi à suffisamment bien manger pendant cette halte. Donc, parvenir à bien se nourrir, ça va conditionner derrière complètement le succès de reproduction parce qu'un oiseau qui arrive trop tard, forcément, il ne se reproduira pas ou mal. Et alors, même un peu partout, au-delà de certains sites de halte clés, les mêmes causes ont les mêmes effets en ce qui concerne les pratiques agricoles. Et donc, on a évidemment beaucoup moins d'insectes à travers la France, à travers l'Amérique du Nord. Donc, du coup, beaucoup moins de nourriture potentielle pour ces espèces qui ont un calendrier extrêmement contraint. Et même les pesticides et les néonicotinoïdes en particulier ont des effets extrêmement forts. Et ça a été montré par une étude publiée l'an dernier dans Science. Alors, c'était des brouillons à couronne blanche qu'on est aux États-Unis et qui montrent que de toutes petites doses d'imidaclopride qui sont ingérées, donc l'équivalent de ce qu'on aurait dans une graine enrobée, elles vont empêcher les brouillons à couronne blanche de s'alimenter. Ils vont plus s'alimenter. Ça, c'est le graphique que vous avez à gauche. C'est le traitement HAI qui nous montre ça.
Et du coup, ça va retarder à chaque fois leur durée de halte. Et donc, on peut imaginer que dans les conditions réelles, ça se produit réellement souvent et que ça peut ralentir fortement la migration prénuptiale qui est si cruciale de beaucoup d'oiseaux. Alors, tout ça va avoir des conséquences en chaîne sur la reproduction, ce qu'on appelle l'effet carry-over effect. Quelques exemples, le gomme-mouche noir, dans le Sahel, en hiver, la végétation dans le Sahel va être corrélée aux précipitations, forcément, qui ont eu lieu pendant la saison des pluies. Et ben, l'indice de végétalisation du Sahel, il a un effet sur la date de ponte en Europe le printemps suivant. C'est assez logique. Et les oiseaux vont être en meilleur état et partir plus tôt. On se rend aussi compte qu'à grande échelle, si on prend toute la population des gomme-mouches noires, les gomme-mouches noires sont très étudiées par les Hollandais. Ils ont tout un réseau de nichoirs. Et ils ont regardé la corrélation, la signature isotopique hivernale des individus, c'est-à-dire l'endroit où ils hivernaient en fonction des isotopes présents dans la pluie. Quelqu'un va en parler tout à l'heure, je crois. Et on se rend compte que c'est corrélé avec leur succès reproducteur. Donc, en fonction de l'endroit où ils hivernent en Afrique, ils se reproduisent plus ou moins bien. Donc, ça montre que les conditions d'hivernage sont essentielles pour le succès de la reproduction. Et bien sûr que les mâles qui sont capables de partir un peu plus tôt d'Afrique se reproduisent mieux. Pour l'hirondelle rustique, alors pareil, c'est les individus qui arrivent à quitter plus tôt les sites d'hivernage lors des hivers avec une pluviosité élevés, du coup, arriveront plus tôt et potentiellement se reproduiront mieux. Et c'est lorsqu'il y a une pluviosité élevée qu'elle quitte plutôt les sites d'hivernage. Et les deux principaux facteurs qui influencent le succès de la reproduction, alors là en Italie, une population italienne, c'est la pluviosité au moment de l'arrivée en Afrique et c'est la croissance végétale pendant les haltes migratoires en Afrique du Nord, juste après la traversée du Sahara. Donc vous voyez, on a beau faire ce qu'on veut parfois en France, là, pour certaines espèces, c'est vraiment quasiment que ce qui va passer en Afrique qui va beaucoup, enfin pas que, mais ça va avoir une importance cruciale. Donc le changement climatique, vous imaginez bien, dans ce contexte-là, qui va bouleverser tout ça, et en tout cas qui va avoir un rôle extrêmement important sur les migrateurs. Alors eux, ils y répondent, hein, il y a une avancée de la date médiane d'environ 2 jours par décennie pour l'ensemble des migrateurs. C'est valable en Europe et en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est confirmé même par les analyses radar, ça c'est ce que vous avez à droite, donc la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a environ 140 radars, 143 radars à faire toute l'Amérique du Nord, et en une vingtaine d'années, on a montré que les oiseaux migrateurs passaient plus tôt, et que c'était notamment le cas dans les latitudes les plus nordiques. Et donc ça montre que globalement, c'est probablement les migrateurs courte distance qui avancent plus que les migrateurs longue distance. C'est un peu controversé parce qu'il y a des études qui montrent clairement une avancée plus rapide des migrateurs courte distance que les migrateurs long cours, d'autres non. Alors on peut quand même s'imaginer à ce que les migrateurs courte distance aient des sites d'hivernage qui soient plus corrélés climatiquement aux sites de nidification, que les variations soient semblables l'une à l'autre, et puis qu'ils puissent plus facilement réduire leur distance de migration. Ils n'ont pas par exemple la barrière du Sahara à passer pour changer leur site d'hivernage, et voire une sédentarisation accrue. Mais le problème, c'est qu'ils ont beau avancer leur date de migration, le printemps avance encore plus vite. Et ça, c'est par exemple une étude basée sur les données de eBird sur seulement 12 ans aux États-Unis. Donc, en haut, vous avez la carte de l'avancée de la végétation. Donc, chaque printemps, l'indice de végétalisation est mesuré. Et en fait, on voit que le printemps avance très rapidement dans l'ouest. Par contre, on a un petit retard dans l'est, excusez-moi. Et à l'ouest, le printemps est plutôt stable, voire recule. On n'a pas vraiment d'avancement de la photosynthèse, l'indice photosynthétique au printemps. Les oiseaux ont bien avancé leur date d'arrivée, alors plus à l'ouest, mais pas trop à l'est, ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec un certain nombre d'oiseaux, de migrateurs, qui vont avoir ce qu'on appelle une dette climatique ou une dette phénologique. Ils auront beau avancer leur migration, ils ne vont pas l'avancer assez vite. Et en fait, c'est la grande majorité des oiseaux en Amérique du Nord et en Europe ont cette dette phénologique, et notamment dans l'est des États-Unis. Par exemple, c'est le cas de la paruline orangée. Puis on en a même, par contre, à l'inverse, sur la côte ouest, qui arrive trop tôt. Donc on a des effets assez divers. En Europe, et en France en particulier, les analyses du programme stock nous montrent que ça, c'est du stock capture en bagage, c'est Jean-Pierre Moussu et ses collègues qui avaient fait ça, que la date de ponte des 20 espèces les mieux suivies par le stock a avancé globalement. Ils sont tous adaptés aux conditions climatiques de température locale changeantes, etc. Et sur ces 20 espèces, il y a 6 migrateurs transsahariens. Et ben, les 5 espèces qui n'ont pas réussi à avancer leur date de ponte, ce sont 5 des 6 migrateurs transsahariens, donc la rousserolle effarvate, l'Hippolys polyglotte, le rossignol, philomèle, le phytis, la fauvette des jardins. Il n'y a que la fauvette grisette qui y a réussi. Donc, vous voyez un peu la difficulté qu'ont ces migrateurs transsahariens à revenir plus tôt. Parce que pour revenir plus tôt,
Et donc, pour nicher plus tôt, pondre plus tôt, il y a 3 possibilités: migrer plus vite au printemps, hiverner plus au nord ou bien partir plus tôt. Alors, hiverner plus au nord, ça c'est ce qui est bien montré. Beaucoup, il y a une vraie tendance, et notamment les hirondelles rustiques, qui est l'espèce la plus suivie par le bagage depuis très longtemps, et donc celle qui a pu faire l'objet du plus grand nombre d'analyses. En Afrique, dans la partie nord de l'Afrique, donc toute la partie en rouge, là, les populations qui hivernent en Afrique équatoriale, tropicale, elles, au cours du XXe siècle, elles ont globalement glissé de 350 km vers le nord, les populations hivernantes. Et puis pour la partie des populations, donc celles d'Europe de l'Est et du Nord qui hivernent en Afrique australe, elles, c'est carrément de 850 km vers le nord que l'aire d'hivernage s'est déplacée. Donc on a des réponses. Partir plus tôt, oui, mais en fait, on l'a vu déjà brièvement, ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup des conditions de pluviosité, de température sur les zones d'hivernage. Et donc, en fait, ce n'est pas quelque chose sur lequel un oiseau, une adaptation, une sélection peut vraiment agir. Par exemple, ici, les fauvettes babillardes, qui ont leur migration, leur date de migration à Eilat, en Israël, a été étudiée en fonction des précipitations sur ces quartiers d'hiver est-africains. Et on voit qu'elles varient uniquement, quasiment, en fonction de ça. Et donc, les années où il y a peu de précipitations, elles arrivent très en retard. Et il y a une variation de 20 jours d'une année sur l'autre. Donc, très difficile de pouvoir adaptativement partir plus tôt. Toutefois, on a pour certaines populations, et ça a été montré par un article dans Scientific Report il y a 2 ans, quelque chose d'assez incroyable, une sélection qui peut amener les oiseaux à hiverner, y compris à de très longues distances, de manière préférentielle sur des sites dont la température ou la pluviosité va être corrélée avec ce qui se passe sur les sites de nidification. Et donc là, ces hirondelles rustiques, elles hivernent avec plus de probabilité sur des sites corrélés qu'elles ne le feraient sur des sites pris au hasard à 1000 km de rayon autour de leurs sites d'hivernage. Partir plus tôt, parfois, c'est la seule solution parce qu'en fait, pour beaucoup aussi, la migration de printemps est déjà extrêmement rapide. Notamment les gomouches noires hollandais, on s'est aperçu qu'ils parcouraient déjà 5000 km en 2 semaines au printemps. Donc, en parcourant 370 km par jour, c'est impossible presque de faire plus. Donc, pour arriver plus tôt au printemps, il faut qu'ils partent plus tôt. Ils n'ont pas trop le choix. Pour certains, par contre, les migrer plus vite, ça arrive, et c'est notamment le cas pour les migrateurs courte distance, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de fréquences de vent portant au printemps, et notamment en avril. C'est tous les chiffres en gras ici, c'est quand les fréquences de vent portant, les vents arrière augmentent, et ça semble avoir favorisé la migration des griffes musiciennes, par exemple. Migrer plus vite, oui, mais parfois, du coup, il va y avoir des aléas climatiques importants, et notamment dans un contexte de changement climatique, des sécheresses, et des sécheresses au printemps. Là, on s'est aperçu lors d'études avec des oiseaux qui étaient suivis par des géolocalisateurs que les pygrièches et les rossignols pruniers, l'année d'une grosse sécheresse dans la corne de l'Afrique, eh bien, arrivaient beaucoup plus tard sur leur site de nidification. Et donc, une augmentation des sécheresses qui est attendue par les projections climatiques va produire au contraire un retard des oiseaux migrateurs, donc quelque chose de contradictoire avec ce qui serait souhaitable. On a aussi pu montrer avec les migrations des coucous gris, les coucous gris britanniques qui hivernent en Afrique tropicale, qu'il y a 2 voies de migration post-nuptiales. Une partie des coucous part par l'Italie et ensuite par le Libye, alors qu'une autre partie des coucous part par la France, l'Espagne et l'Afrique de l'Ouest avant d'aller hiverner au même endroit. Et en fait, il y a une route, la route de l'Ouest, la route par la France et l'Espagne, sur laquelle la mortalité est beaucoup plus élevée, et notamment en Espagne. On pense que c'est lié aux sécheresses et aux feux qui ont lieu en fin d'été. Donc peut-être une sélection d'une nouvelle route liée à ce désavantage. Et puis pour migrer plus vite, il y a parfois des contraintes extrêmement fortes. Et par exemple, la stratégie très coûteuse de la barge rousse, elle, pour pallier à l'avancée de la date des fonds des neiges dans le haut Arctique russe, qui est de 18 jours en 25 ans, elles ont dû avancer leur date d'arrivée, sinon le pic d'émergence des tipules qui leur permettent de nourrir leurs oiseaux allait arriver beaucoup trop tôt. Et donc, du coup, leurs poussins n'auraient potentiellement pas pu se nourrir. Donc, pour ça, elles ont 2 possibilités, soit partir plus tôt de leur site d'hivernage au banc d'Arguin, soit réduire leur temps de halte en mer des Wadden. Et donc, elles ont choisi la deuxième option, et elles l'ont réduit de 5 jours, de 16% entre 1995 et 2015, donc c'est assez énorme. Et en compensant, elles ont accru leur rythme d'alimentation, mais les quantités de ressources alimentaires, d'arénicoles en l'occurrence, sont insuffisantes pour vraiment pouvoir suivre, et donc il en faudra 2 fois plus pour qu'elles puissent vraiment compenser comme ça, ce qui fait que le taux de mortalité des bargereaux augmente de 2% par an, et la population hivernante au banc d'Arguin diminue aussi de 4% par an. Donc on a des injonctions contradictoires, et en plus on a potentiellement des projections de niches climatiques hivernales qui vont bouger, qui vont parfois descendre vers le sud. Pour certaines espèces même, elles vont disparaître complètement. On projette que les niches climatiques actuelles pourraient s'éteindre, et c'est le cas par exemple du gomouche à collier.
On sait que les zones d'hivernage sont extrêmement importantes, hein, et notamment en particulier celle du Sahel, qui est critique pour beaucoup d'oiseaux. Et du coup, les effets liés à la désertification, à la déforestation, à tous les aménagements de barrages, d'irrigation, d'intensification agricole, de plantation, font que du coup, on a beaucoup, beaucoup d'espèces dont on sait que le déclin provient aussi de ce qui se passe au Sahel. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on n'a pas le temps. La déforestation globalement en Afrique, et là, vous voyez une petite animation sur la déforestation en Côte d'Ivoire au cours simplement des 20 dernières années, ça a un effet évidemment important, et là, c'est notamment lié à notre consommation de cacao. Et ce qui fait, c'est ce qu'ont montré Howard et ses collègues en 2020, qu'en fait, ce qui semble jouer le plus grand rôle dans le déclin des migrateurs transsahariens, c'est le changement d'occupation des sols sur les sites d'hivernage, et deux, la dette climatique, donc le changement climatique sur les sites de reproduction. Et puis, je vais finir, il ne me reste pas beaucoup de temps, il me reste 5 minutes à peu près, je crois. Je vais finir par les obstacles quand même ultimes que rencontrent tout ça étant les principaux drivers, on va dire, viennent s'ajouter des obstacles ultimes et notamment la chasse. Là, vous voyez le réseau de filets en Égypte. Alors au Sahel, parfois, elle peut être importante, hein, notamment dans le delta intérieur du Niger. Les combattants variés, on estime que sur les hivers, il y en a jusqu'à 60% de la population hivernante qui serait chassée à des fins de consommation locale. Pour les sarcelles d'été, les études qui ont été faites semblent laisser entendre que c'est pas du tout, que l'effet est relativement négligeable sur les populations nicheuses par rapport à tout le reste des pressions d'habitat, de changement climatique, etc. Mais on en a quand même 70 000. Et le truc, c'est que cette pression de chasse, elle est beaucoup plus prononcée lors des années sèches, qui sont aussi les années les plus compliquées pour ces oiseaux, sur lesquelles ils ont le plus de mal à refaire leurs réserves avant de partir en Europe, parce que pendant les saisons sèches, les zones humides sont beaucoup plus réduites et donc ils sont plus concentrés, on les capture plus facilement. Donc les années sèches sont vraiment très mauvaises pour eux. Le braconnage des oiseaux migrateurs tout autour de la Méditerranée, ça c'est le rapport de BirdLife il y a quelques années, qui l'estime à 25 millions, principalement en Égypte, en Syrie, au Liban, en Italie. Et donc il y a de l'action, heureusement, ça bouge, et notamment le Committee Against Bird Slaughter, le CAPS, qui fait des actions coup de poing à travers toute la Méditerranée et qui aboutit à des vrais résultats. Et là, en Italie notamment, ils ont réussi à clairement faire carrément presque disparaître certains pièges, diminuer par 2 la densité de filets. En France, on avait vu le combat de la LPO contre le braconnage des ortolans, avec le célèbre homme en slip. Mais par contre, on est encore très loin d'arriver à nos fins, et notamment en Moyen-Orient, avec des tableaux de chasse encore hallucinants, des aigles pomarins qui sont chassés alors que l'espèce est en toute petite quantité en Europe, et un tout petit début avec la proclamation d'une loi libanaise en 2017, mais pour l'instant, on est encore loin du compte. Et puis, on a quand même des prélèvements significatifs, évidemment. À ces 25 millions de braconnages, en France s'y ajoute la chasse légale, en tout cas. Là, c'était l'Europe, hein, les 25 millions, avec 10-15 millions de migrateurs tués chaque année. On est le pays de loin le premier. Prenons des exemples, la sarcelle d'hiver, par exemple, on en a 360 000 qui sont tués à la chasse d'après les estimations 2013-2014. Et si on compare au bilan wetland, les chiffres paraissent assez vertigineux, puisqu'on est à 130 000 en France à la mi-janvier, et on voit qu'il n'y en a pas beaucoup plus derrière en Espagne, au Maghreb, il y en a plus en Italie. À voir si celle de France va en Italie, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Je sais qu'il y en a qui sauront mieux que moi ça. Mais à l'échelle de la population, on voit qu'on est sur des prélèvements quand même très élevés. Et pour les cailles, on en a tué en France environ 130 000 lors de la dernière saison de chasse. C'est 2,5 fois plus que 10 ans précédents, que la saison de chasse, que les dernières estimations de fin des années 90. Pardon. Donc, on peut imaginer que ça reflète aussi une baisse de l'espèce, une baisse qui est réelle, hein, 38% en moins en France. En Europe, on en tue encore 1,6 million chaque année, et surtout en Espagne. Et par rapport à l'évaluation de 6 à 7 millions de la population européenne, on voit que c'est énorme, beaucoup, beaucoup trop potentiellement. Et pour la tourterelle des bois, quand même, je ne pouvais pas en parler. On en tue encore 91 000 en France en 2013-2014 et 1,1 million cette même année, cette même hiver en Europe de l'Ouest. C'est moins que dans les années 90, hein, vous voyez qu'on était à 2,3 millions, mais sur une population de 3 à 4 millions d'individus matures, évidemment, ce n'est pas viable, et c'est pour ça qu'on a un déclin, notamment en raison de ça, pas que, de 78%. Alors vous savez maintenant que le SEGA a permis de donner des quotas nul ou non nul, mais heureusement la justice a arbitré pour qu'il soit nul cette année, arguant du principe de précaution. Alors j'ai vu qu'on allait en parler aussi un tout petit peu tout à l'heure. Il est aussi extrêmement important pour les oiseaux de mer de comprendre comment fonctionnent les zones de pêche et les zones d'alimentation clés. Et on en a une qui est clé, c'est l'upwelling des Canaries au large du Sahara occidental, de la Mauritanie, du Sénégal, qui va être utilisé par la grande majorité des oiseaux qui ont été équipés de GPS, qu'il s'agisse des mouettes de Sabine, des puffins cendrés, même des lapes de McCormick dans l'hémisphère sud.
70% des individus l'utilisent soit pour une halte majeure, soit pour hiverner. Et vous voyez la carte de la mouette de Sabine à droite, elle utilise celle-là en halte et après un autre upwelling au large de la Namibie pour hiverner. Et ces deux upwellings sont les zones les plus pêchées, en tout cas de l'océan Atlantique, et parmi les plus pêchées du monde. Donc il y a de vraies concurrences entre la pêche et la survie et l'alimentation des oiseaux de mer, avec en plus le sujet des captures accidentelles, et puis aussi le sujet des captures volontaires, comme c'est le cas pour ce pauvre fou de bassan congelé par les navires chinois. Obstacle ultime, les lignes de haute tension, évidemment. Ça, c'est un sujet qui est bien connu depuis longtemps, qui touche les gros oiseaux. En Suisse, on estime qu'il y a 25% des jeunes cigognes qui meurent électrocutés. Alors, la LPO lance un programme live cette année sur le sujet, encore une fois, pour pouvoir protéger de plus en plus de lignes, les adapter. Et puis, les éoliennes, sur lesquelles on commence à comprendre que c'est problématique pour certaines espèces. C'est devenu la première cause de mortalité accidentelle des milans royaux en France en 2019. Il faut qu'on cresse Relais paye un lourd tribut aussi. On ne sait pas du tout ce qui va se passer avec le réseau d'éoliennes offshore. Donc, ça peut être la petite goutte en plus pour des oiseaux déjà assez fragilisés. Pollution lumineuse. Alors, on ne sait pas clairement quels sont les effets. Ça perturbe le compas magnétique des oiseaux migrateurs. C'est très vraisemblable puisque ils vont fonctionner sur les ondes électromagnétiques qu'ils vont capter à travers des cryptochromes situés dans leur rétine. Donc, nécessairement, tout ce qui est lumière d'onde en plus dans le blanc, dans le bleu, va avoir des effets potentiellement désorientants. Et là, le mémorial des attentats du World Trade Center, qui a lieu qu'une seule nuit par an, a été étudié en détail. J'ai oublié de mettre la référence. Et ça, c'est assez incroyable. Il y a, alors, de mémoire, il y a 88 projecteurs qui illuminent ils sont visibles jusqu'à 100 km, ce qui fait que la nuit où est allumé ce dispositif, on a 150 fois plus de migrateurs que d'habitude au-dessus de cette zone de New York, et qui tournent tout autour toute la nuit, qui convergent et puis qui s'épuisent et qui meurent. Et donc, c'est à moindre échelle ce qui se passait avec les phares dont on a beaucoup réduit l'intensité sur les îles bretonnes. Voilà, pour finir sur une toute petite note aussi positive, parfois quand tout a disparu, ou en tout cas quand on est déjà arrivé trop tard, la possibilité des réintroductions reste. Et donc là, on a ce petit espoir de voir réapparaître l'ibis chauve en Europe grâce à ce qu'a fait une équipe suisse, autrichienne et allemande en réintroduisant donc, ces ibis qui ont disparu. Le dernier témoignage date d'il y a environ 450-500 ans en Autriche de nidification de ces ibis coloniaux qui migraient déjà. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas vers où ils migraient. Et donc du coup, là, pour les réintroduire, vous voyez qu'on les guide en ULM, donc ils sont élevés par des humains imprégnés, guidés, et on les emmène vers une lagune en Italie, la lagune d'Ortebello en Toscane, qui a été élue comme site d'hivernage potentiellement intéressant. Ça fait depuis 2004 que le programme est en cours, un peu plus que les réintroductions ont lieu, mais que la migration assistée a lieu. Et maintenant, on a une centaine d'individus à l'état sauvage, dont un tiers qui sont nés à l'état sauvage, donc sans être imprégnés. Il en faudrait 3 fois plus pour que la population soit viable a priori, mais on a un espoir de revoir apparaître cette nouvelle migration à travers les Alpes. Voilà, merci pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, Maxime, pour cet excellent et vaste résumé d'un sujet qui est quand même très compliqué. Alors, on a quelques questions. On va commencer avec Véronique Lavessière qui demande il paraît que les dernières années, il a beaucoup plu dans le Sahara. Alors, c'est elle qui le dit, moi, je ne suis pas au courant. Et donc, plus de végétation. Est-ce que cela a été favorable aux migrateurs, si c'est bien le cas? Il y a des raisons, il y a des chances que ce soit favorable. C'est très difficile d'étudier en temps réel ces choses-là. Souvent, soit les individus qui reviennent avec des géolocalisateurs sont analysés avec 2-3 ans de décalage. Donc là, je ne sais pas 2019-2020 comment ça a été sincèrement, mais en fait, on peut en être à peu près sûr, hein, puisque par contre, le recul qu'on a montre que globalement, les années avec une bonne pluviosité hivernale, bonne végétation, les oiseaux partent mieux nourris, partent plus tôt, arrivent plus tôt, et donc ça se passe globalement mieux. Après, il n'est pas impossible que malgré une bonne pluviosité hivernale en Afrique, déjà ça dépend où, ça dépend de quelle population, il n'est pas impossible qu'on se tape un front froid pendant la migration de printemps à travers le Sahara ou dans l'Europe du Sud, comme ça a été le cas par exemple en 2015, où on a eu un mois de vent du Nord en France et en Europe du Sud pendant le mois d'avril, mars-avril, et où les oiseaux ont été bloqués, amaigris et sont arrivés en très mauvais état. Donc il y a toujours plein de facteurs à prendre en compte. Ensuite, il y a Benjamin Dria qui demande, dans la question un peu longue,
la contraction de l'aire de répartition de certaines espèces migratrices vers des zones plus proches de leur site d'hivernage est-elle uniquement expliquée par une meilleure fitness des individus? Fitness, c'est un mélange de survie et de reproduction. Est-elle uniquement expliquée par une meilleure fitness des individus ayant réalisé une migration plus courte? Alors, c'est plutôt l'inverse, hein. On a plutôt les zones d'hivernage, des zones de nidification qui ont tendance à éventuellement glisser vers le nord pour coller à ce qu'on appelle la dette climatique, pour limiter la dette climatique. Donc, comme la végétation croît vers le nord, surproduction, les populations se déplacent doucement, ce qui va plutôt avoir tendance à allonger même les périodes de nidification, les distances de migration. Du coup, en réponse à ça, les migrateurs auraient tendance à hiverner plus au nord pour à allonger excessivement leur distance de migration et même pour la raccourcir. Sauf que, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que parfois, hiverner plus au nord, et c'est le cas des hirondelles rustiques, je vous ai dit là qu'elles hivernaient plus au nord depuis le XXe siècle, sauf que du coup, elles se retrouvent à hiverner dans des endroits plus secs, plus arides, et potentiellement, finalement, c'est effectivement avantageux en termes de distance de migration, mais pas plus avantageux en termes de survie hivernale. Donc, c'est pas, en fait, c'est des oiseaux sont tous soumis à des pressions complètement contradictoires avec leur niche climatique ou leur niche écologique qui va se déplacer vers le sud, leur niche hivernale, hein, alors que leur niche climatique de nidification va se déplacer vers le nord. Donc, alors qu'ils devraient migrer plus vite, arriver plus tôt, il y a une pression de sélection pour nicher plus au nord, hiverner plus au sud. Ça, c'est un vrai problème en termes de conservation des oiseaux migrateurs. Donc, du coup, comme la question était, comme les données de la base de la question n'étaient pas exactes, je ne sais pas si ma réponse. Ouais, il proposait d'illustrer ça avec le bruant auréole qui hiverne en Asie du Sud-Est et qui a disparu de son aire à l'ouest de l'Oural, Ouais. notamment à cause du braconnage en Chine. Il pensait que ça Ouais, pouvait illustrer ce qu'il c'est proposait. vraiment lié. Alors là, c'est changement d'occupation du sol sur les sites d'hivernage, intensification agricole et puis sur prélèvement, comme l'ortolan chez nous, hein. Je ne connais pas en détail le cas du brouillon auréole, mais évidemment, c'est les petites populations marginales qui disparaissent les premières et puis le cœur de reproduction. Mais là, il y a pas a priori, c'est encore un sujet autre. Ouais. Et il y a une autre question complexe. Merci pour la super présentation. Il y a aussi des individus qui choisissent de ne plus migrer. Est-ce que cette tendance peut s'étendre à l'espèce? Ouais, carrément. Alors là, c'est vrai qu'en fait, j'ai oublié de le dire, j'ai beaucoup centré ma présentation sur les migrateurs transsahariens, sur les migrateurs au long cours, parce que c'est ceux qui déclinent beaucoup et que j'avais que 3/4 d'heure. Effectivement, pour ce qui est des migrateurs partiels, donc ceux déjà chez qui parfois on n'a qu'une partie de la population qui migre au sein d'une même population, puis parfois c'est que les populations du nord qui migrent et pas celles du sud. Là, on a clairement des choix, des décisions en fonction de la température, en fonction des conditions d'alimentation, de toutes les conditions environnementales, un seuil de déclenchement de la migration, un seuil génétique, hein, qui va être passé ou non et qui va faire que l'oiseau décide ou non de migrer. Et ce seuil, d'ailleurs, il est soumis à des pressions de sélection. Un individu qu'on déplace, et ça a été montré avec des oiseaux de cage comme les roselins familiers qui étaient sédentaires en Californie, et lorsqu'une population s'est installée à New York à partir d'oiseaux échappés de captivité, ces oiseaux-là, dans un environnement différent, se sont mis à migrer. Donc inversement, les oiseaux, quand le climat change, se sédentarisent assez spontanément. Ça peut être assez rapide, mais tout ça va marcher pour les migrateurs partiels, beaucoup moins pour des migrateurs au long cours, chez qui il va falloir une sorte de bond, de saut évolutif pour passer de l'état de migrateur au long cours presque strict à sédentaire. D'autant plus quand on a des obstacles comme le Sahara. Donc, on observe des sédentarisations accrues chez plein d'espèces sédentaires. On observe aussi que maintenant, de plus en plus de migrateurs transsahariens hivernent au nord du Sahara. On a en Espagne une cinquantaine d'espèces de migrateurs transsahariens qui sont présents chaque année en très petit nombre en hiver maintenant. Donc, il y a des changements de stratégie. Est-ce que ça va être sélectionné ou non? Ce qu'il y a, c'est qu'il suffit d'un hiver froid pour que tous ces individus-là meurent potentiellement. Donc, c'est aussi, comme on a une sélection qui est quand même assez directionnelle maintenant, une pression de sélection qui est assez directionnelle, mais qui est quand même fluctuante, donc avec des hivers froids qui peuvent ralentir les changements. Bonne réponse. Je trouve très bonne réponse. Serge Risser demande, est-ce que le nourrissage des passereaux nordiques à la mangeoire peut différer leur retour et être préjudiciable ou au contraire améliorer les conditions pour eux et leur permettre de partir plus tôt? Est-ce que ça a un impact, tu penses? Ouais, on le sait, clairement, on ne le sait pas, hein, mais en tout cas, il y a de bonnes chances que ce soit très favorable pour les oiseaux qu'on nourrit. Le sujet des mangeoires, c'est que du coup, en fait, on rajoute une nouvelle. Mais moi, je suis
pas du tout opposé aux mangeoires, loin de là, hein, mais clairement, on nourrit quand même plus pour nous se faire plaisir que pour protéger, sauver les oiseaux, globalement. Sauf quand il fait très très froid, là, ils ont quand même bien besoin de nous. On va favoriser du coup des espèces qui utilisent volontiers les mangeoires au détriment d'espèces mangeoirophobes. Donc ça, c'est aussi un sujet, mine de rien. Donc te dire, oui, les ciserins, les tarins, les mésanges bleus de Russie, parce qu'il y a un paquet de mésanges bleus qui viennent à nos mangeoires qui nichent en Russie, hein, surtout certaines années, elles vont migrer plus vite. Et je ne pense pas que ça se fasse au détriment d'autres, donc c'est très bien. Tant mieux pour elles, rien, je n'ai pas de réponse précise. Ok. J'ai une question de Rodolphe sur le tribut payé par les oiseaux en raison de la prédation des chats en France. Ce qui n'a rien à voir avec le sujet, mais ok, pas de problème, Qui Rodolphe. n'a rien à voir avec... Enfin, ça touche la conservation de loin. Après, tu prends... Alors, écoute, c'est très difficile de répondre. Les chats, on sait que c'est des millions, des dizaines de millions d'oiseaux qui meurent. On ne sait pas du tout si, en fait, si tu veux, entre une mésange charbonnière, un couple de mésanges charbonnières qui va faire 2, 3 nichés parfois par an, bon, 2 en général avec 7, 8 jeunes à l'envol, pour que l'espèce se stabilise, il faut qu'il n'y en ait que 2 des jeunes qui survivent jusqu'à l'année suivante et qui se reproduisent. Donc, tu vois, il y en a 10 qui vont mourir, 12 qui vont mourir d'une manière ou d'une autre, tués par un épervier, tués par un chat, tués par un autre prédateur. Le sujet des chats, c'est peut-être plutôt qu'il fait de la concurrence à d'autres prédateurs. Maxime P. qui demande, pouvez-vous nous en dire davantage sur cette corrélation entre les conditions météorologiques sur les zones d'hivernage et de reproduction? Quels Ouais, sont parce les qu'en fait, facteurs corrélés? c'est vrai que je voyais leur passer, je me suis dit mince, j'ai plus qu'un quart d'heure. Et du coup, je ne me suis pas étendu sur ce sujet qui est assez incroyable. Donc en fait, les migrateurs courte distance. Par exemple, j'hiverne dans le sud de la France et je niche dans le nord de l'Allemagne. Il y a des chances qu'un hiver doux, que globalement, que le changement, que l'avancée du printemps en Allemagne soit très corrélée à la douceur de l'hiver dans le sud de la France. On est sur des systèmes climatiques assez homogènes avec des grandes dépressions, anticyclones. Bref, il y a de fortes corrélations entre la douceur hivernale dans le sud de la France, en Espagne, et l'avancée du printemps, la douceur du printemps en Allemagne. Ça ne marche pas à tous les coups, mais globalement, c'est ça. Par contre, entre la douceur du printemps en Allemagne et la pluviosité hivernale ou la pluviosité hivernale dans le Sahel, ou alors même encore plus en Afrique du Sud, là, il y a des chances qu'il n'y ait absolument aucune corrélation possible. Et en fait, il semble y en avoir. Alors, je n'ai pas étudié le jeu de données à fond. Hein. C'est cette... là, on était là, j'arrive. C'est cette étude de Pancharaza que je vous recommande du coup d'aller lire si le sujet vous intéresse vraiment, parce que c'est assez étonnant. Et donc, en fait, il semble qu'il y ait des zones en Afrique où probablement liées au hasard, hein, j'en sais rien, mais où les conditions hivernales sont corrélées à ce qui se passe dans certains endroits en Europe. C'est peut-être pas lié au hasard d'ailleurs, j'en sais rien, très sincèrement. Le fait est qu'en tout cas, les oiseaux qui hivernent dans des sites corrélés climatiquement à ceux où ils nichent ont beaucoup plus de chances de mieux se reproduire et de mieux revenir au printemps suivant. Et du coup, il y a une forme de pression de sélection pour hiverner dans des zones corrélées climatiquement. Évidemment, il n'y a pas de il n'y a pas de volonté de l'oiseau d'hiverner là, c'est par sélection. Et en tout cas, c'est la première fois que c'est montré, et c'est montré aussi bien en Europe, en Asie, en Afrique équatoriale qu'en Afrique du Sud. Voilà, je vous invite à aller lire la publi pour vraiment mieux comprendre quelles sont les variables climatiques corrélées. C'est super intéressant. Quelle heure il est? On va prendre peut-être une dernière question. Serge Risser encore qui se pose la question de savoir est-ce qu'à un moment le Sahara va devenir infranchissable pour les migrateurs transsahariens à un horizon plus ou moins lointain? Alors, les projections sont différentes. Effectivement, hein, c'est vraiment la grande inquiétude avec la désertification du Sahel qui s'est ralentie. En fait, on a une augmentation de la pluviosité depuis le début des années 2000, alors que pendant la fin des années 90, la deuxième moitié du XXe siècle, ça s'aridifiait, ça se désertifiait. Et comme on voit déjà que pour pas mal d'espèces, c'est critique. Les 2000 km du Sahara à traverser, ils se retrouvent dans un état physiologique à l'arrivée où on voit que 100, 200 km de plus, ils mourraient. C'est le cas notamment des fauvettes des jardins. Ça a été mesuré aux stations de bagages de part et d'autre. Donc c'est la vraie inquiétude. Est-ce que la désertification du Sahel va s'accroître? Est-ce que globalement le Sahara va s'étendre? Est-ce que même au-delà, sans les changements climatiques, l'action de l'homme
par drainage, par mise en culture. Voilà, je ne sais pas. Il y a le projet de Green Belt, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, la ceinture verte africaine. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne, mais j'ai cherché des publications dessus, il n'y a encore pas grand-chose. Donc c'est trop tôt pour savoir si ce genre d'initiative va permettre de servir de refuge aux oiseaux migrateurs pour leur permettre de traverser le Sahara. Mais effectivement, je n'ai pas de réponse sur est-ce que le désert va s'étendre, mais c'est une vraie crainte. Ok. Eh ben, écoute, merci Maxime. Je crois qu'on va s'arrêter là, histoire d'être pile poil à l'heure pour la présentation suivante. Merci encore, bravo pour ta présentation.